Petit conseil love, tout est dans la nuance. Quand un homme vous regarde comme ça, là ça sent l'amour, ça sent le Netflix and Shang-Chi. Là par contre, s'il vous regarde comme ça, là c'est plutôt qu'il a envie de vous déchiqueter, hein. Méfiez-vous. À ce poster de Venom, je ne m'en remets vraiment pas, hein. Bon, c'est une semaine exceptionnel, hein, déjà parce que hier le 31 août c'était l'anniversaire de la chaîne qui fête ses 6 ans, hein, Jack Lang s'est désabonné déjà. Le 31 août c'est aussi le jour où il y a 82 ans Timely Comics avait sorti son premier Marvel Comics numéro 1 avant que ça change de nom, on va en reparler de ça d'ailleurs. Et puis c'est aussi la semaine de la rentrée, ça signe le retour des conventions, hein. J'aurai l'honneur d'être invité à 2 d'entre elles en octobre, hein, le 2 et le 3 octobre je serai au Bulberry à Bourges, hein, encore une fois, hein, je me régale, hein, il y aura un multi-quiz avec des lots à gagner, une animation de battle de dessin, une conférence sur Wonder Woman dessinée donc avec un artiste d'ailleurs, hein, qui n'est pas encore annoncé donc je dis pas, mais qui va travailler très prochainement sur du Batman, hein. Et donc le 23 octobre je serai à Saint-Cana pour la première édition du Geek Family pour plusieurs quiz ainsi qu'une conférence sur Batman, et je serai accompagné de mes acolytes Bruno Bessadi et Yann Valani qui signent d'ailleurs cette affiche, hein. Je suis aussi chaud que le Dr Octopus quand il a découvert la mise à jour MCU de Tante May. D'ailleurs, j'ai pas attendu d'avoir les 8 milliards de pouces bleus sous le JT précédent. Je vous ai sorti ma petite parodie de la bande-annonce de Spider-Man No Way Home. Je vous mets le lien dans la description, hein. C'est la rentrée justement, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter. Ici, votre fidèle commis des comics. Vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 312e JT Comics. Je suis tombé sur la nouvelle émission de concours de talent de TF1, hein, sur ce numéro, et c'est exactement comme ça, hein, c'est de l'équilibre sur perche que j'imagine l'entraînement entre Bruce Wayne et Robin, hein, justement, hein, c'est de là d'où viennent toutes les rumeurs, hein, oui, le monsieur qui m'a adopté me fait tourner sur son gros bâton. Et quant à nous, décollons pour les news de la semaine. Shang-Chien. Le Marvel Cinematic Universe repose sur ses acteurs et c'est toujours mieux quand ils aiment les comics dont sont tirées les adaptations, hein, dans lesquelles ils figurent, hein. C'est le cas par exemple de John Bernthal et de son Punisher, ou alors de Tom Holland qui aime beaucoup Spider-Man, hein. Et là, Simu Liu, l'acteur qui incarne Shang-Chi, qui va venir faire ses katas sur le grand écran dès aujourd'hui, hein, eh bien lui aussi c'est un amoureux des comics, on l'a vu en photo, hein. Il a l'air passionné, très investi, et d'ailleurs il voulait tellement le rôle qu'il a fini son audition par un salto arrière avec retombée en atterrissage super héroïque à la Black Widow sans que personne lui demande, pour qu'on se souvienne de lui justement. Et là en ce moment tu sens qu'il fait tout pour absolument ne pas être le coup d'un soir du MCU avec les films d'arts martiaux asiatiques. Il avait déclaré la semaine dernière vouloir voir à l'écran cette scène où il apprend à Spidey à mieux se battre dans Spider Island. Au passage, il gagne 4 bras supplémentaires avec lesquels il pourra encore faire des gros signes à Marvel Studios, hein, les gros signes de forceur, mais le genre de forceur qu'on aime bien, hein, puisque là il a déclaré qu'il adorait aussi partager l'écran. Il a adoré la série avec Captain America version Sam Wilson. D'ailleurs, il a dit que peut-être que ça se ferait, peut-être pas. Il a dit bon, j'en ai trop dit. A priori, Marvel a pas trop envie de l'isoler du reste du Marvel Cinematic Universe, hein, au contraire, mais ça c'est quand même avant de voir les chiffres du box-office. Donc qu'est-ce qu'il sera dans Captain America 4, on verra. Là en tout cas, tu lui proposes de relancer le Club Disney sur TF1, il fonce. Inéluctable. C'est la news insolite de la semaine, mais Hong Kong pourrait faire payer la séance d'Avengers Endgame 100 000 €, hein, au cinéma qui ose diffuser ce film de propagande absolue, hein, où ça claque autant des doigts que dans la fièvre du samedi soir. Et oui, Hong Kong a déposé un projet de loi qui devrait passer, qui vise à interdire les films qui ont des thématiques politiques et qui nourrissent l'imaginaire de ceux qui sont qualifiés d'émeutiers par le gouvernement qui décrète que ça perturbe la sécurité nationale, alors que ces émeutiers se revendiquent simplement comme des manifestants pour plus de démocratie. Hong Kong disposait d'un régime juridique et politique spécial comparé au reste de la Chine continentale, hérité de l'époque où ils étaient une colonie britannique. Apparemment, ce régime garantit plus de liberté et de démocratie que le régime du parti communiste de Xi Jinping. Sauf que souvenez-vous, quand le gouvernement a décidé d'abolir un petit peu ces régimes spéciaux, eh bien, il y a eu des manifestations dans lesquelles on pouvait voir des pancartes où Xi Jinping était à l'effigie de Thanos. Donc la nouvelle autorité qui sera en charge de censurer les films en cours de production, mais aussi de révoquer les visas d'exploitation qui avaient déjà été approuvés auparavant, eh bien là, il strikerait très très fort, et notamment Avengers Endgame, parce que c'est politique, hein, mais à ce rythme-là, tout va y passer, même The Human Centipede, hein, puisque celui qui est au milieu, il proteste un peu d'être un mange-merde, hein, même si c'est du circuit court et directement du producteur au consommateur, hein, et force
au cinéma hongkongais, c'est un coup dur pour eux et pour la culture. Le Batman nouveau. Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Batman, hein, et justement ça bouge à tous les niveaux pour la poule aux œufs d'or de chez DC qui dort en journée et à l'envers. Dans les comics, on sait que c'est Joshua Williamson qui va reprendre l'écriture du titre principal avec Jorge Molina, Tomeu Morey et probablement un petit peu de Jorge Jiménez au dessin. Et il succède donc à James Tynion de Force qui a fait quasiment 2 ans et qui succédait déjà lui aussi à Tom King. C'était logique, hein, mine de rien, Joshua Williamson est l'un des scénaristes les plus proéminents chez DC en ce moment, un des architectes du futur de cet univers-là, hein, puisqu'il est scénariste de la mini-série Infinite Frontier. Il a déjà écrit quelques épisodes de Batman, il a écrit du Batman Superman, il a écrit du Justice League, plein d'autres titres. On lui doit évidemment un long run, tout le rebirth de Flash, hein, qui est assez épique, hein, où on a eu un Year One, où on a eu des voyages dans le temps, hein, l'entourage, la Flash Family, la Flash Team est complètement impliquée. Là, il nous promet un nouvel ennemi, Abyss, hein, peut-être qu'ils vont passer leur temps à se regarder dans les yeux avec Batman, hein. On nous promet d'ailleurs un Batman délocalisé, hors Gotham City, hein, et peut-être que c'est un rapport avec le fait, on revient au médaillon jaune, hein, un petit peu comme on avait vu avec le symbole de Batman Incorporated, hein, tout autour du monde. Et puis on nous promet aussi des retrouvailles avec la sale bête, hein, Damian Wayne, son fils, hein, et c'est tout à fait logique puisque c'est lui qui est chargé d'écrire la mini-série Robin, hein, le tournoi à la Mortal Kombat. Côté film, la grand-messe de DC approche, hein, la DC Fandom, qui a remplacé un petit peu la San Diego Comic Con en termes d'annonces lourdes, hein, et qui en plus est organisée exclusivement par DC et consacrée à DC Warner, hein. On nous promet des news sur un film qui a fait comme l'ex de ma sœur quand elle lui a appris qu'elle était enceinte, hein, qui a complètement disparu, The Batman, avec une nouvelle bande-annonce, enfin, plus d'1 an après la dernière. Et puis on a entendu des retours des premiers tests de visionnage de Batman. C'est à prendre avec des pincettes puisque la source n'est pas fiable à 100%, c'est une rumeur, mais le film ferait 3 heures mais serait raccourci. Ça, de toute façon, on l'avait bien vu dans Batman Damned, hein, et d'ailleurs c'est pas la seule inspiration des comics puisqu'apparemment c'est très ambiance Year One, hein, très noir, très explicite, hein, très cru, et on nous dit que Robert Pattinson maîtrise son rôle, hein, maîtrise bien la voix du Batman. Zoe Kravitz serait une des meilleures Catwoman à l'écran. Paul Dano complètement fou en homme mystère, et il y a une scène, hein, qui a retourné tout le monde en mode non, c'est impossible qu'il fasse ça, hein, même ceux qui s'en foutent complètement de la chauve-souris. Bon, vous avez vu, ça veut à la fois tout dire et à la fois rien dire, mais si c'est vrai, c'est très bien. Fils de minuit. La petite claque de la semaine, la Joe Star, c'est l'annonce par les studios Firaxis Games et 2K Games, hein, d'un RPG tactique dans l'univers de Marvel, un Midnight Suns, dans lequel on incarnera un personnage 100% original à créer de toutes pièces, mais on côtoiera aussi évidemment des grands classiques des personnages de l'univers Marvel, hein, donc le Ghost Rider version Robbie Reyes, Blade, Magic, le Doctor Strange, Captain America ou encore Wolverine, hein, parce que si tu les mets dans le jeu, forcément tu vas en vendre beaucoup plus, c'est logique. L'Hydra a réveillé Lilith, hein, la mère des démons, et quand on dit pas les mamans, celle-ci vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Et les Vengeurs vont devoir trouver et collaborer avec le seul personnage capable de la tuer, sa propre progéniture, hein, The Hunter, vous ou moi. Ce qui me plaît, c'est que ça vient s'inspirer d'un arc des comics des années 90 qui s'intitule Midnight Suns, qui sent bon la dark fantasy, les démons, les feux de l'enfer, hein, les rafales de balles et les sorts, évanescence avant l'heure, hein, puisque justement pour faire face à Lilith et à la magie de Chton, eh bien vous avez les Ghost Riders, hein, Danny Ketch et Johnny Blaze qui vont faire équipe avec Blade, avec Morbius, avec le Doctor Strange aussi, puis avec d'autres personnages un petit peu plus méconnus de l'univers Marvel, hein, ceux qui ont formé les Night Stalker après, Hannibal King et compagnie, pour botter le cul de Lilith. Là, les développeurs se disent fans des comics, hein, et ça se sent, puisque vous avez vu, ils ont fait la couverture d'un magazine de jeux vidéo, pas avec des sculptures 3D en ultra photoréalisme, mais avec un bon vieux dessin de Ryan Stegman, et ça c'est génial. Et puis ils ont dit qu'ils ont commencé à préparer le jeu avec des figurines HeroClix. Ils ont fait un jeu de société avant, pour voir les stratégies, avant de justement le modéliser en jeu vidéo. Là, le plus intéressant, c'est les mécaniques d'évolution des personnages avec lesquels on joue. Apparemment, il faudra, avec notre propre personnage, dans des temps calmes entre 2 batailles, dans un lieu, la base, appelé l'abbaye, aller socialiser, et de la bonne façon, avec nos collègues, hein. Évidemment que tu vas pas proposer une bière sans alcool à Wolverine, mais apparemment c'est à coup de dialogue multi-choix et d'activités à choisir qu'on va améliorer et débloquer le maximum des compétences de nos collègues. Bon, alors c'est un petit peu flou parce qu'on n'a pas encore, mais on nous promet bientôt de vidéos de gameplay, hein, mais je vous laisse me dire dans les commentaires si c'est le genre de jeu sur lequel vous fracasseriez des manettes.
Armageddon. On se moque souvent de lui et pourtant il trace sa route tranquillement au KLM. Je parle de l'univers des séries CW DC Comics, que l'on appelle souvent le Arrowverse, qui a été un des premiers à nous donner un multiverse à grande échelle, le Crisis on Infinite Earth, qui repose sur des concepts qui vont faire le succès probablement de Spider-Man No Way Home, qui a d'ailleurs battu un record de vues sur le trailer, sur Twitter, de partout. Eh bien, ils préparent leur prochain gros crossover et comme Marvel, ils sont allés fouiller dans les tiroirs des années 90 puisqu'ils vont adapter Armageddon. Alors ça veut pas dire que tous les héros vont être coincés avec la grosse bouche de Steven Tyler, qui vont chanter tous des petites chansons romantiques ou alors qui vont tous vouloir bouffer Lex Luthor et Bruce Wayne. Non, c'est tout simplement Armageddon, une menace extraterrestre qui va débarquer sur Terre et nos héros vont devoir s'unir pour la neutraliser. Apparemment ils vont devoir faire vite, ça va mobiliser du Black Lightning, du Mia Queen, du Batwoman, du Atom, peut-être d'autres, on verra. Dans les comics, il s'agissait d'une intrigue classique, un voyageur temporel qui débarque du futur pour trouver l'identité du monarque, le tyran qui règne dans sa ligne temporelle complètement dystopique et qui est en fait un super-héros de chez nous qui a viré mauvais. Et cet arc avait eu le même problème qu'un octogénaire avec une quinte de tout, les fuites, puisqu'on avait appris un petit peu prématurément l'identité du monarque qui avait fuité et qui donc avait obligé les scénaristes à tout retravailler un petit peu en vitesse et qui les obligeait à se contredire en mode Manuel Valls, et ça n'avait pas plu à ceux qui aiment bien tout simplement la cohérence dans les scénarios. Le voyageur du futur s'appelait d'ailleurs le Wave Rider, un petit peu comme l'engin qui permet aux héros de Legends of Tomorrow de se téléporter. Donc là on verra, ça promet peut-être d'être un petit peu moins épique que le Crisis on Infinite Earth, mais je vous laisse me dire votre degré d'excitation sur une échelle allant de tomber dans une fosse septique sans savoir nager jusqu'à gagner 2 fois l'euro million. Intemporel. Je vous l'ai dit, Marvel fêtait hier ses 82 ans, ils en ont profité pour balancer leur planning de décembre 2021 jusqu'à février 2022, tout ça structuré autour d'un gros event qui va modeler le futur, The Timeless, l'intemporel. Vous allez voir qu'on retrouve beaucoup de personnages qui vont être adaptés dans le MCU, on commence avec Devil's Reign, le règne du diable, dans lequel le maire Wilson Fisk va refaire sortir sa vraie nature et va interdire, déclarer hors la loi tous les super-héros, en plus de révéler leurs petits secrets à tout le monde. Donc ça va être une grosse galère, c'est par Zdarsky et Keketo, donc la Dream Team. Avengers Forever par Aaron et Couder, alors c'est pas un comics dans lequel les héros ont des costumes avec les tétons moulés et bien saillants, non, c'est un costume dans lequel on va voir des vengeurs du multiverse, apparemment Iron Man ça serait l'invincible Ant-Man, archéologue, qui va s'associer avec d'autres vengeurs du multiverse pour le préserver. Tout ça c'est peut-être plus ou moins relié à Timeless, l'event par McKay, Walker, Bennett et Mark Bagley, dans lequel on va voir Kang le Conquérant se démener pour sauver notre ligne temporelle principale, donc le Marvel 616, simplement parce qu'il a trop bossé pour faire de cette réalité la sienne. Et ça, je vous avoue que c'est le genre d'intrigue qui m'excite autant qu'un test PCR dans les 2 narines avec un forêt à béton. Benjamin Percy, Joshua Cassara et Monsieur Vincentini vont raconter les vies et les morts de Wolverine dans une espèce de double série en miroir, peut-être un petit peu à la Oxbox, quand le passé du glouton va venir se frotter à son futur. C'est mystérieux, ça m'attire, j'aime bien l'écriture de Benjamin Percy, notamment sur son X-Force, où il antagonise très souvent Krakoa. Tu sens qu'il aime pas trop l'idée de Krakoa et ça me plaît. Une nouvelle série She-Hulk, forcément, par Rainbow Rowell et Roger, je sais pas, Antonio, dans laquelle on verra Jennifer Walters qui va essayer de revenir en avocate de la défense, mais qui mettra pas longtemps avant de redevenir celle qui tape partout, de ressombrer dans ses travers. Moon Girl et Devil Dinosaur reviennent avec une équipe qui est pour l'instant tenue secrète. Et puis attention, après avoir planté des graines dans tous les comics qu'il a écrits depuis 15 ans maintenant, Dan Slott va pouvoir enfin raconter sa toute première guerre secrète de l'univers Marvel, The Reckoning War, la guerre du jugement. Là, ça va se dérouler dans les 4 Fantastiques, mais on en entend parler depuis son Miss Hulk, She-Hulk de 2005, quand on apprenait que She-Hulk avait fait quelque chose qui allait complètement ruiner tout le cosmos entier et qu'on n'y pourrait rien, ça implique les gardiens, mais apparemment là, même Sylvain Durif il pourra rien faire pour nous. Et depuis que ça soit dans son Spider-Man, dans ses 4 Fantastiques, dans le récent crossover Empire, eh bien il y avait toujours cette petite phrase qui apparaissait, le jugement viendra. Nous on s'y était habitués, on croyait que ce serait comme Sarko, qui devrait être en tôle mais qui va absolument me lire son livre sur Audible. Eh bien non, en fait ça va être la merde, mais une merde qui aura mis très longtemps à tomber, un petit peu comme si tu te soulages à Dubaï, les seufs à l'air du haut du Burj Khalifa. Je vous laisse me dire quel est le titre qui vous attire le plus dans ce futur mouvementé de l'univers Marvel Comics.
Lisez, 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 et cette semaine je me régale avec les strips de Brian Bolland que j'ai commencé, que j'ai toujours pas terminé. C'est une BD adaptée d'une espèce de vanne anglaise qu'on pourrait traduire chez nous par c'est ce qu'elles disent toutes dès que quelqu'un dit quelque chose à connotation sexuelle. Là par exemple, si quelqu'un dit oh là là, ça devait être bien dur, eh bien vous répondez en Angleterre, c'est ce qu'a dit l'actrice à l'évêque. Donc vous avez la mise en scène par Brian Bolland de la vie conjugale un petit peu plan-plan de cet évêque et de cette actrice un petit peu haute, il faut bien se l'avouer. Mais c'est très loin d'être une BD de cul, non, c'est très bien écrit et c'est superbement évidemment dessiné. Moi ça me fait beaucoup rire, en plus il y a des petites références à certaines personnes, certains auteurs forcément, vous verrez. Donc bravo Comics Initiative, encore un bel ajout à votre catalogue, et puis j'ai enfin vu le Suicide Squad de James Gunn, et j'ai passé un excellent moment, un petit peu comme si je lisais un comics des années 80, avec tout ce que ça implique en termes de défauts et de qualité. Le principal de ces défauts étant que cette équipe de méchants, de anti-héros à peine anti, finissent toujours par avoir un grand cœur et être plus sympas que Batman, tandis que les agents du gouvernement finissent toujours par être toujours moins sympas et plus cruels que Lex Luthor, le Joker et Pascal Pro réunis sur un même plateau. Mais quand même un bon moment, ça m'a donné envie de me replonger dans les Suicide Squad de John Ostrander et de traîner avec Idris Elba, le poteau. Je vous laisse me dire ce que vous, lisez ou geekez, puisque c'est la fin de ce JT. Merci d'être aussi nombreux à le suivre toujours. Merci pour vos pouces bleus, vos partages sur Facebook, vos tweets, vos retweets, vos incorporations dans des stories Instagram. Je vous souhaite à tous une excellente rentrée pour ceux dont c'est le cas, les travailleurs, les personnels enseignants, les personnels de l'éducation qui font un travail remarquable, évidemment aussi les élèves, apprenez à lire pour pouvoir lire des comics et étudiez bien pour avoir un job qui vous permettra de vous les payer surtout. Je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Non mais l'épouvantail il est censé faire peur, alors pourquoi celui de XM Studio me donne simplement envie d'aller gazer ma banquière pour qu'elle ait l'impression que ça soit possible que je me le paye sans être dans le rouge? C'est pas juste.